Et salut YouTube! Aujourd'hui, petit react sur, une vidéo de Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire, à propos de les femmes préhistoriques chassaient-elles? Ce qui est une très bonne question et je pense que la réponse va vous étonner et que vous allez tous tomber de votre petit tabouret. Et let's go! L'autre jour, pour un montage, je cherchais des images fiables de femmes de la préhistoire, c'est-à-dire proposées ou validées par des scientifiques, par des sites spécialisés. Bah, il n'y avait pas grand-chose. Pas que sur les femmes d'ailleurs, hein. Sur la préhistoire d'une manière générale, c'est pas super facile de trouver des images qui ont l'air sérieuses. Et sur les femmes en particulier, sur Google Images notamment, passer les quelques propositions de reconstitution, on tombe assez vite sur les clichés sexy du cinéma qui sont hérités tout Voilà. droit des tableaux. J'ai eu peur pendant une seconde quand elle a tapé sa recherche, qui est genre une image de porn dans un coin là et que d'un coup ma chaîne Twitch elle fasse piou, fini. Mais ça va, tout va bien. Il y a pas de porno dans la recherche Google qu'elle fait. Du 19e siècle. Donc en gros, une femme préhistorique en petite tenue sexy, moulante, avec plein de chiards qui attendent tous au fond de la grotte que l'homme rentre de la chasse pour nourrir la famille. Et du coup, je me suis dit, Ok, s'il n'y a pas beaucoup d'images crédibles, pourquoi ne pas essayer d'en proposer de nouvelles pour sortir un peu des clichés? un exercice intéressant qui pouvait permettre de faire aussi une petite synthèse sur les connaissances qu'on a aujourd'hui sur les femmes préhistoriques. Ok, donc il me fallait d'abord quelqu'un pour dessiner. J'ai rappelé Milo qui était étudiant en illustration scientifique à l'école Estienne, avec qui on a déjà fait la trop belle vidéo sur les sacrifices en Mésoamérique. Vous savez, cette histoire de gens qui se percent la teub pour les dieux. Ensuite, il me fallait C'est vrai qu'elle a plein aussi de petites vidéos animées où elle a engagé des artistes pour les faire. Faudrait que j'aille y jeter un œil un peu à ces vidéos. Elles étaient un peu courtes, je voulais quand même, c'est des vidéos de 2-3 minutes, du coup, je voulais quand même des trucs un peu plus longs. C'est de l'IA? Bah oui, forcément, de toute façon, il y a que de l'IA, hein. Vous connaissez la théorie complotiste de l'internet mort? Où en fait, sur internet, il y a plus personne n'utilise internet aujourd'hui. Il y a que des bots, hein. D'ailleurs, moi, je suis généré par IA et vous êtes, tous dans le chat, des IA qui venaient, regarder un contenu généré par IA, hein. des sources, et ça tombait bien parce que je venais de recevoir le livre Lady Sapiens, qui est issu du documentaire du même nom, avec pour conseillère scientifique la préhistorienne Sophie Adebonne, qui a suggéré les 33 noms des spécialistes qui interviennent dans le docu et qui sont cités dans le livre, qui lui-même est rédigé par l'archéologue Jennifer Kerner. J'ai pas suivi tout le détail de ce qu'elle explique. En même temps, c'est plein de petits détails, c'est un peu long là, ce qu'elle explique, bon, elle fait les présentations de l'historienne et cetera. Mais j'ai été déconcentré par Parodiunit qui me dit que je suis une très belle génération. C'est gentil, ça me met un peu mal à l'aise, mais c'est très gentil de ta part. Hem, De la chaîne Boneless Archéologie. Si vous ne connaissez pas, foncez voir ça. Et donc ce livre et ce docu, ils ont pour ambition de mettre à jour le grand public sur les connaissances que les scientifiques ils ont maintenant sur les femmes homosexuelles. on t'a perdu avec le gag de la plante. Ouais, la pauvre plante, elle avait rien fait en plus, elle a osé la frôler, elle s'est fait tabasser. Franchement, la violence des féministes aujourd'hui, non, je ne cautionne pas ma propre blague là, en vrai. Bref, pauvre plante. Très réussie la génération. Sapiens du Merci, merci. paléolithique. Parce que oui, heureusement, ça fait longtemps que la recherche, elle bosse à corriger les erreurs et tous les biais qu'elle pouvait avoir au 19e siècle, au moment où la discipline s'est formée, où elle plaquait des schémas de son époque très sexistes sur ses observations archéologiques sans aucun recul. Donc les scientifiques, ça fait longtemps qu'ils essayent de corriger ça, mais nous, le grand public, on est moins au courant et on est un peu accroché à nos stéréotypes. Ok, nickel, tout ça pour mon sujet, je l'aurais écrit à toutes les deux. Ok, Jennifer donc Garner. si j'ai bien compris, parce que j'ai été déconcentré par... dès qu'il y a un stimuli extérieur, ça me déconcentre. C'est compliqué. D'ailleurs, faut que je ferme des fenêtres là, parce que justement, genre Discord, ça me fait des stimuli extérieurs, ma boîte mail aussi. Voilà, ça ira mieux. Ouais, c'est qu'il y a eu, des scientifiques qui ont sorti des dingueries à une époque, parce que c'était un peu le consensus à l'époque sur les femmes au Moyen Âge et parce que c'était très sexiste aussi, l'époque. Qu'une grande partie a été aujourd'hui débunkée et le consensus scientifique est sur autre chose, mais que,
que le passé est tenace, quoi, comme d'hab, avec les trucs scientifiques. C'est comme l'histoire du loup alpha, qui n'existe pas, hein, spoiler. Oui, il y a eu une étude à un moment sur une meute de loups en captivité, mais une seule meute d'une dizaine de loups qui étaient en captivité, qui montrait qu'il y avait un mâle qui était au-dessus des autres et qui était «l'alpha» entre guillemets, mais qui gérait le reste. Le scientifique qui avait fait cette étude est revenu dessus par la suite, l'a débunké et est revenu plus avec, un modèle familial dans les meutes de loups, plutôt qu'un modèle de domination, bon, un modèle familial, ça reste un modèle de domination, mais de l'alpha avec, l'alpha, bêta et cetera. On parle plus volontiers de leader dans une meute maintenant. Ouais, clairement. Werner et Sophia de Bonne, ainsi qu'à Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas qu'une seule, structure hiérarchique dans les meutes de loups, hein, faudrait que je fasse un truc sur les loups à un moment, mais en fonction de l'espèce de loup, de comment ils ont été socialisés et cetera, ils peuvent avoir des structures hiérarchiques entre guillemets, entre gros guillemets, hein, hiérarchiques, différentes. Marilène Patoumatis, qui est régulièrement citée dans l'ouvrage, pour savoir si elle voudrait bien nous donner leur avis sur notre script et sur les images qu'on allait créer avec Milo, pour vérifier qu'on n'était pas à côté de la plaque, puisque le but, rappelons-le, c'est de faire une image crédible. Mais Internet s'est chargé de me dire que le livre avait reçu des critiques, notamment une tribune dans un blog d'un journaliste du Monde, co-signé par plusieurs scientifiques, parmi lesquels 3 préhistoriens. Ok, alors j'ai dit, il faut intégrer le débat scientifique au script et j'ai donc pris en compte la tribune. J'ai aussi demandé à Sophie Adebonne ses réponses à cette tribune, j'ai intégré au texte, et j'ai également essayé d'avoir quelqu'un de la tribune. Ouais, donc elle explique ses sourcés, elle a contacté des scientifiques. Putain, elle prend énormément de pincettes pour sa vidéo. Elle prépare la shitstorm là à l'avance. C'est sourcé, elle s'est basée sur la littérature scientifique, sur les débunkages de littérature scientifique, donc sur les différents points de friction des scientifiques. Elle a contacté des spécialistes pour faire valider tous ses scripts, etc. Euh, on ne peut pas dire qu'elle a pas taffé sur son truc, hein. Intéressant de connaître son processus, ouais. Demandé à Nicolas Tessandier, qui est un des signataires que je connais de ma fac, s'il pouvait me donner sa relecture. Il était chaud, mais surchargé de boulot. Après 6 mois d'attente, j'ai décidé de tourner quand même, car j'ai pu aussi avoir l'avis de Enska sur Twitter, qui est un master de préhistoire et qui m'avait poké justement pour me parler de cette tribune, ainsi que l'avis de Clotilde Passé Sauvage, qui a beaucoup travaillé sur le sujet pour un documentaire National Geographic, que je vous recommande aussi. Donc voilà, en tout cas, de quoi pouvoir intégrer les tenants et les aboutissants du débat scientifique à mon script. Bref. Ok, donc les haters et les fachos, vous fermez votre gueule. J'avais un artiste, des sources, des spécialistes pour des retours, normalement tout ce qu'il faut pour proposer un portrait robot de la femme Homo sapiens en Europe occidentale au Paléolithique. Si elle est pas ultra carrée, ça va donner des arguments à ses haters. Ouais, mais ça fait chier, quoi, parce que eux, de leur côté, là, chez Zemmour, ils ont pas de source, hein. Le mec, il sort dinguerie sur dinguerie, jamais ils remettent en question ce que le mec il dit, alors qu'il est révisionniste au dernier degré de l'histoire. Vraiment, ça me gave. Mais ouais, mais au moins, ça permet d'avoir des vidéos vraiment carrées avec des sources, avec tout qui est bien fait. Mais le taf que ça demande de faire une vidéo de 20 minutes avec autant de sources et autant de personnes qui viennent vérifier ce que tu as fait. Comme elle a dit, ça fait 6 mois que sa vidéo elle est préparée. Du coup, elle a dit j'ai contacté quelqu'un, il n'avait pas le time. Au bout de 6 mois, j'ai décidé de tourner quand même. Donc ça veut dire que ça fait 6 mois que sa vidéo elle était en attente de tournage, hein. Et bonjour Oasis. Ah, c'est marrant écrit comme ça, Oasis.
supérieure, c'est-à-dire entre moins 40 000 et moins 10 000 ans. Alors oui, c'est plus précis qu'un portrait de femme préhistorique. Quand on veut proposer une reconstitution, on est bien obligé de faire des choix, même si je vous l'accorde, une plage de 30 000 ans, ça reste assez vaste. Mais donc par simplicité, j'ai pris le profil étudiant. Donc moins 10 000, si je me rappelle des cours d'histoire que j'avais au collège, moins 10 000, ça correspond à peu près à l'invention au début de l'agriculture. Parce que l'invention de l'agriculture, je trouve ça un peu bizarre de parler d'invention. Mais ça, si je me rappelle bien, l'agriculture, ça commence en moins 10 000 ans. Donc c'est la période pré-agriculture, donc quand on était encore chasseurs-cueilleurs, du coup, entre des petites tribus nomades, pas forcément que nomades, hein, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui s'étaient installés dans des vallées, dans des endroits. Dans le livre. Donc il s'agit de l'espèce Homo sapiens, c'est-à-dire la nôtre, donc c'est déjà des êtres humains comme nous on est, qui au Paléo étaient encore nomades et se composaient de divers groupes de chasseurs-cueilleurs. Ok, Ok, on a le donc c'est ce que j'ai contexte. dit. Alors c'est parti pour notre portrait robot d'une Homo sapiens du Paléo. Bon déjà physiquement, elle ressemble à quoi cette femme préhistorique? Eh ben elle est plutôt robuste et musclée, elle a de la carrure. Si bien qu'autrefois, les chercheurs ont souvent pris son squelette pour un squelette masculin, avant que les analyses plus précises de ce dernier, notamment avec l'ADN, ne permettent de se rendre compte qu'on s'était trompé. Ah bon, les archéologues, ils faisaient des erreurs sexistes et c'était des mascus au dernier degré? Elle a aussi une vidéo sur les erreurs. Bon, d'ailleurs, elle est à droite là sur mon fil. Les erreurs sexistes de l'archéologie. Et en vrai, il y a pas mal de trucs. Ça serait pas mal de la React aussi une fois sur les trucs sur les erreurs sexistes. Genre des femmes vikings enterrées comme des rois, entre guillemets, qui se retrouvent à être considérés justement comme des princes ou des rois ou des chefs vikings alors que c'était des femmes. Plein de trucs comme ça où en fait les archéologues, du moment que c'était des personnalités qui avaient l'air d'être riches ou d'être en avant enfin, d'être en haut de la hiérarchie sociétale de l'époque, ils ont tendance à les classer comme masculins au lieu de féminins. Bah, d'ailleurs, il y a aussi pas mal de biais au-delà de sexistes, transphobes. Euh, D'ailleurs, ce serait pas mal une vidéo sur les biais transphobes de l'archéologie. On est tous biaisés, pas nécessairement par misogynie volontaire. Oui, c'est jamais de la misogynie volontaire, enfin, très rarement. Elle est passée dans Ça ira et en parle récemment, c'était super intéressant. De la transphobie en archéologie? D'ailleurs, sur l'archéologie, sur les tribus précolombiennes aux États-Unis, parce qu'il doit y avoir pas mal de trucs là-dessus. Parce que il me s- de ce que j'ai vu, ils avaient un troisième genre déjà de base. Alors, je sais pas à quel point ils n'avaient pas leur biais aussi, mais avant l'arrivée des colons aux États-Unis, les tribus avaient un troisième genre et tout, donc il doit y avoir des trucs sympas. Des biais associés aux femmes dans l'histoire. Ok. Bah là, une vidéo qu'elle a faite il y a 5 ans là-dessus aussi, donc ça peut être assez sympa. Elle met souvent en avant les biais sexistes dans l'histoire. Alors. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les erreurs sexistes en archéologie. Donc les femmes du Paléo, elles sont d'une manière générale plus robustes qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles ont une bonne activité physique, qu'elles ont de l'endurance et de la force. Et a priori pas trop de surplus de graisse, vu que c'est qu'avec l'élevage qu'on a commencé à manger des animaux gras, donc pas au Paléo. Ça veut dire Oui, bah, du coup, à leur époque, les femmes avaient des activités physiques. Elles restaient pas toute la journée dans la grotte à juste faire, je sais pas, faire le ménage de la grotte, là, enlever la poussière. T'as pas fini hein, de faire le ménage d'une grotte. Vas-y, j'aimerais trop être une meuf musclée et endurante.
Bah, après aussi à l'époque, je pense que dès leur jeunesse, dès qu'elles sont toutes petites, les femmes, elles mais la flemme, ouais. Dès toutes petites, et tout petits aussi pour les hommes, ils avaient une activité physique, ils étaient nomades donc alors nomades souvent, il y avait un système de rotation où, ils avaient genre des camps d'été, d'hiver et d'hiver. Ils connaissaient en fait la zone où ils étaient nomades et ils faisaient des tours. Ils se baladaient pas au pif dans la nature, en s'installant là où ils pouvaient. En fait, ils avaient, un endroit où ils s'installaient, pour chasser l'été. Ensuite, ils se déplaçaient quand l'hiver arrivait à un autre endroit où il faisait un peu meilleur et où il y avait plus d'animaux. Des fois, ils suivaient aussi les animaux qui étaient nomades pour, pour aller là où les hordes d'animaux, elles allaient. Après je dis ça, j'ai peut-être des biais là, hein. Je suis peut-être en train de vous sortir des biais où je pense que c'est ça. Mais du coup, déjà, rien qu'en se déplaçant d'un point A à un point B plusieurs fois par an, et en faisant des kilomètres à pied, ça m'étonnerait qu'ils faisaient des centaines de kilomètres non plus, hein, mais voilà, en faisant des kilomètres à pied, déjà tu te muscles. En portant en plus les affaires, tu fais des kilomètres à pied en portant tes affaires, plus la chasse, la cueillette, le machin, fallait aller chercher le bois pour faire le feu. Je sais pas si vous avez déjà porté pas une poutre, mais un machin en bois, un bout de bois à mettre dans le feu, mais c'est pas léger ce bordel, hein. Le mode de jeu vie jouait énormément sur le maintien de la condition physique. Une bûche, voilà. Une bûche, à partir du moment où elle commence à faire cette taille-là, à mettre dans le feu, ça pèse son poids, hein. Rien que sans compter la chasse, déjà, il y a moyen de se maintenir à une petite forme physique, avec tout ça. Dire que les femmes du Paléo, dans leur majorité, elles n'ont probablement rien à voir avec les statuettes des Vénus corpulentes qu'on a retrouvées, même si bien sûr, il y a forcément énormément de variétés corporelles. Tout comme aujourd'hui, hein, tout le monde n'avait pas la même capacité à stocker la graisse. Mais qu'est-ce qu'elles représentent ces statuettes du coup? Bah ça fait beaucoup débat, mais en gros, on peut être sûr de rien. Ouais, bah, il y avait sur ces statuettes, il y avait pas mal de trucs qui sortaient à un moment comme quoi c'était, la déesse de la fertilité et que c'est comme ça que les gens voyaient la femme idéale à l'époque et cetera. Mais en fait, on n'est pas sûr, quoi. Ça pouvait être, plein d'autres choses, donc on peut pas se baser là-dessus pour savoir à quoi ressemblaient les femmes à l'époque, hein. Bref, donc une bonne carrure. Mais elle est de quelle couleur, la femme préhistorique? Eh bien, sa peau est plutôt foncée. Parce qu'il y a 45 000 ans, les premiers Homo sapiens qui sont arrivés en Europe, ils étaient noirs. Et les gens, ils sont restés Et foncés. voilà, on descend tous des noirs. Donc fermez vos gueules les nazis. On n'a jamais retrouvé le compteur de pas d'une personne préhistorique. J'aimerais bien avoir leur profil Google Fit. Ah non, là c'est trop, hein. Pas des noirs quand même, hein. Alors attendez, je viens de voir un truc. Parce que j'attends une livraison aussi, donc je peux pas complètement couper tous mes trucs. Non, mais non, c'est pas ça. Ok. Et leur montre connectée. Eh ben, leurs montres connectées, je suis désolé, elles ont pas survécu, jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, la technologie, passée à 2-3 ans, elle est déjà morte et tu plus accès aux données. Alors, tu bien qu'en 10 000 ans, les montres connectées et le profil Google Fit, il a disparu, hein. Plus à cause de l'Europe, ils ont été obligés de supprimer leurs données. On n'a pas le droit de conserver les données plus de 5 ans maintenant, donc forcément, on perd tout là, hein. Tout ça, c'est la faute de l'Europe, hein. Très longtemps en Europe de l'Ouest et ils se sont éclaircis qu'au néolithique vers -6000. Donc notre femme du paléo, bah, elle a la peau foncée, les cheveux noirs et crépus. Par contre, on va lui faire les yeux bleus. Et oui, ça c'est un détail surprenant. La faute à l'obsolescence programmée, quelle perte pour l'humanité, ouais. OK, ils avaient les yeux bleus à l'époque, les gens? Qui est arrivé autour de -40 000 ans et qui s'est diffusé jusqu'au début du néolithique, si bien qu'il y a 10 000 ans, en Europe de l'Ouest, on pouvait croiser certains Européens à la peau noire avec des yeux bleus. Alors,
Comment on sait ça? Parce que, on a analysé le profil génétique des gens pour savoir, enfin des personnes qu'on a retrouvées, enfin des momies qu'on a retrouvées? Comment on peut savoir qu'ils avaient les yeux bleus? La peau noire, on peut peut-être retrouver des morceaux de peau éventuellement. Bah, tu regardes l'iris et évidemment, je suis con. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais les yeux, ils sont dégradés. Après, on peut peut-être retrouver des dessins, mais même les couleurs, en 10 000 ans, elles se sont estompées, je pense. Je pense qu'il y a à part avec de la génétique, il y a pas d'écrit à l'époque, donc il y a pas de description des gens. Pour le portrait robot de notre femme du Paléo, qui se trouve quelque part Ah, ou alors les momies, je sais pas si les yeux, ils restent sur les momies, mais peut-être que les momies retrouvées, elles avaient les yeux bleus? Je sais pas. entre moins 40 000 et moins 10 000, on a choisi les yeux clairs. Mais bon, vous avez compris qu'il fallait faire un choix pour ce modèle, hein, pour rendre cette tendance, même si, évidemment, il y a eu plein de nuances de couleur de peau et d'yeux. Ok, on a le corps. Comment est-ce qu'on l'habille? On a compris qu'il fallait se débarrasser de nos stéréotypes à la fois sexy mais aussi rustiques. Et on a trop souvent tendance à voir les humains préhistoriques comme des rustres arriérés. Mais la recherche a montré Et bonjour docteur, le les L33. Oui, on fait une analyse phylogénétique. OK, d'accord, à partir des analyses génétiques, on arrive à retrouver, la couleur des yeux et ce genre de choses. Franchement, ça genre, je sais pas où on en est de la génétique, mais ça doit tellement avancer à une vitesse folle. Je me rappelle quand j'étais petit, c'était les débuts de la génétique. On commençait vaguement à comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Aujourd'hui, on arrive à savoir la couleur des yeux de nos ancêtres d'il y a 30 000 ans. Franchement, trop bien, hein. Trop bien que ça progresse, ça. Bon, le truc moins bien, c'est toutes les entreprises qui déposent nos gènes, enfin qui déposent, qui obtiennent la propriété de nos gènes. Ça, c'est un peu moins cool. Donc les vêtements, je voulais dire un truc et puis j'ai vu le message de docteur, L33. On sait aussi qu'il y avait beaucoup de femmes nommées Isabelle à l'époque. Ah! C'est pour ça qu'on dit qu'elle avait les yeux bleus et comme Isabelle a les yeux bleus, Isabelle a les yeux bleus Isabella. Appelle-moi docteur, c'est très bien. Il y a la chaîne Entracte Science qui fait des vidéos très sérieuses là-dessus. Ah, et Dofladem Burgal Switch veut que je lise une blague. C'est vrai que je l'ai pas désactivé ça. C'est vraiment des blagues carambars, hein. Ça va, j'ai économisé des papiers depuis la dernière fois. Eh ben. Donc, deux moutons discutent. Ça te dit un chewing-gum? C'est bon pour la laine. Ah merde, j'ai oublié. Ah, il s'est éteint le téléphone. Bon, c'est un peu tard, mais voilà. J'ai pas encore mis le chercher de son de tambour. Pas bon. Tch. DR. Ah, pas docteur, DR. Ok. Ok, je t'appellerai DR à partir de maintenant. Poutoum. Tch. Je peux le faire à la main, à la bouche aussi, hein, le poutoum. Tch. Ah oui, est-ce qu'on voyait les humains préhistoriques comme des rustres arriérés? Heu, oui, ce que je voulais dire, c'est que, si effectivement, il y a pas mal de enfin, il y a beaucoup de gens qui se représentent, par exemple, les tribus africaines comme, peu vêtues, ce qui peut être normal étant donné qu'il y a pas mal d'endroits en Afrique, surtout proche de l'équateur, où il y a pas forcément besoin de s'habiller énormément pour se protéger du froid et de trucs comme ça. Toutes les tribus, quand elles débarquent en Europe, étant donné qu'on est en pleine ère glaciaire et d'ailleurs en Afrique, le temps devait être différent aussi. On était en pleine ère glaciaire, il faisait peut-être moins chaud qu'aujourd'hui.
Donc forcément, les vêtements qu'ils devaient porter étaient plus ils portaient plus de vêtements, parce que pour se protéger du froid, il faut quand même un petit peu de couches de vêtements. Arriéré, mais la recherche a montré qu'en fait, il faisait preuve de raffinement et de beaucoup de technicité dans la confection des vêtements et des parures. Le vêtement protège, bien sûr, mais il est aussi une expression culturelle et personnelle. On sait par exemple qu'on faisait du tressage, qu'on est loin de la simple peau de bête nouée autour de la taille. Et le cliché des nombreux enfants, c'est vrai ça ou pas? Eh bien, probablement pas au Paléo. À cette époque, on pense que les femmes, elles ont plutôt un enfant tous les 3 ou 4 ans. Et c'est que plus tard, avec la sédentarité au néolithique, que le rythme des naissances s'accélère. En plus, on a des images qui semblent des représentations de porte-bébé. Ça veut dire que les femmes, même si elles ont un bébé à s'occuper, elles peuvent quand même faire des trucs. Comme d'ailleurs dans plein de peuples. Ok, maintenant qu'elle est habillée, qu'on sait que les enfants Ouais, du coup, oui, ils avaient quand même déjà des systèmes pour porter les bébés et pour, enfin, elles les avaient pas dans leurs bras continuellement pendant 10 ans jusqu'à ce qu'ils soient capables de marcher tout seuls. Non, un bébé, ça marche à partir de 2 ans? 1 an, 2 ans? Je sais pas, j'y connais rien. Heu, oui, les vêtements, déjà à l'époque, on essayait d'avoir un peu des distinctions. Ils étaient créatifs déjà à l'époque du coup, hein. Ils décoraient leurs vêtements, il y avait peut-être des sortes de modes, sans que ça soit la mode, telle qu'on la voit aujourd'hui, mais devait y avoir ce genre de choses aussi. l'empêchent pas de faire des trucs, j'aimerais bien lui rajouter des accessoires qui permettent de représenter les activités qu'elle peut faire. Et On peut s'arrêter un instant sur le fait que toute la partie graphique de la vidéo est super classe, à la fois les illustrations, les transitions et les cadres. C'est vrai que les transitions, j'ai pas fait tellement gaffe. Après, ouais, les transitions comme ça là, très aquarelle, toute la DA de la vidéo. Et elle disait qu'elle a fait appel à un artiste. Il y a peut-être le nom de l'artiste en dessous. Blablabla, c'est les clichés. Image de la part de Bart. Les sources. Les prints ou les originaux. Ah non, Milo Laville, le graphiste. Enfin, la graphiste. Ouais, franchement, il est magnifique son taf, hein. Petit Kourgou là. Je reconnais, c'est un Kourgou ça. Euh, Ouais, très beau, très très beau. N'hésitez pas à aller suivre Milo Laville, en plus de suivre Manon Bril. T'avais écouté cet épisode, mais tu l'avais pas regardé et tu es clairement passé à côté de quelque chose. Ouais, franchement, c'est très très avec la beau. sédentarité au néolithique, que le rythme des naissances s'accélère. En plus, on a des images qui semblent des représentations de porte-bébé. Ça veut dire que les femmes, même si elles ont un bébé à s'occuper, elles peuvent quand même faire des trucs. Comme d'ailleurs dans plein de peuples. Ok, maintenant qu'elle est habillée, qu'on sait que les enfants l'empêchent pas de faire des trucs, j'aimerais bien lui rajouter des accessoires qui permettent de représenter les activités qu'elle peut faire. Et qu'est-ce qu'elle fait, la femme du Paléo? De quoi elle est en charge ou pas? Et c'est là qu'on rentre dans le vif du débat. Donc pendant longtemps, vous l'aurez compris, on a considéré que la femme faisait pas un certain nombre d'activités et surtout que celles qu'elle faisait étaient pas très importantes. Petit biais sexiste, hein? Qui est étonné ici que les mecs, que les préhistoriens, ils étaient là: «Oui, non, mais la femme, elle s'occupait des gamins et voilà et puis, elle cueillait un petit peu parce que c'est facile la cueillette, mais bon, elle va pas aller chasser quand même, imaginez, elle se prend un coup, elle meurt la femme, c'est très fragile. Alors que l'homme, il peut se faire éventrer par un sanglier, c'est pas grave. Il se recoue là à vif, hop, et il repart chasser, hein.
contrairement à celle du mâle qui serait le pourvoyeur de ressources. En gros, au 19e siècle, on est parti du principe que c'était naturel et que ça avait toujours été comme ça, partout, point barre. Mais assumé sans confirmer par l'observation et les analyses, c'est très peu scientifique comme démarche. Bah déjà, en plus, sur une période, là, elle a dit, la période, c'est de moins 40 000 à moins 10 000 ans. Et bon, c'est plutôt sur les tribus occidentales qu'elle se base. Elle a l'air de se baser sur les tribus un peu européennes, ce genre de truc. Mais je pense que sur une période de 30 000 ans et sur le monde entier et toutes les tribus qui ont existé à divers endroits, les activités que font les femmes et les hommes aux différents endroits, c'est pas forcément les mêmes. Devait y avoir des tribus où c'était pas du tout genré les activités, d'autres tribus où c'était extrêmement genré. Possiblement des cultures matriarcales à certains endroits aussi. Enfin la diversité, humaine, des cultures et des enfin la diversité des cultures humaines, sur une période de 30 000 ans, c'est énorme, hein. Enfin notre civilisation, elle a 2000 ans. Un peu plus, allez, je pense on peut prendre les 1000 ans avant Jésus-Christ aussi comme faisant partie de de la construction de notre culture et de notre civilisation. Et on a à peu près 3000 ans de civilisation et de connaissances sur, ce qui s'est passé, historique. C'est même pas 10 de la période qu'elle analyse. Sachant qu'il y avait peu de porosité entre les cultures aussi, parce que entre une tribu en Europe et une tribu aux États-Unis, enfin aux États-Unis, en Amérique du Nord ou Amérique du Sud, disons qu'elles n'avaient pas de contact du tout. Même entre une tribu en Europe, au nord de l'Europe et une tribu au sud, pareil, il y avait pas de relation. Donc ils devaient développer leur culture chacun dans leur coin et il devait y avoir une énorme diversité. Et heureusement, depuis, la science a fait beaucoup évoluer sa façon de travailler, qu'elle perfectionne en permanence d'ailleurs. Le livre Lady Sapiens y rend donc compte d'un certain nombre d'études au sujet des activités des femmes du Paléo. Et évidemment, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'elles ont chassé ou est-ce que c'était que les hommes? Après, il y avait aussi un autre truc, c'est qu'à l'époque, tu ne pouvais pas te permettre, je pense, à mon avis, et c'est mon avis de non-connaisseur de l'histoire, hein, parce que en vrai, j'y connais rien. Donc peut-être que mon avis, je pourrais me le garder. Mais est-ce qu'on pouvait se permettre à l'époque que les femmes ne chassent pas? Parce que bon, c'est bien beau de dire oui, c'est majoritairement les hommes qui chassaient, ou enfin de le penser, mais à un moment, il y avait peut-être besoin que tout le monde aille chercher de la bouffe, parce que si jamais tu avais les hommes qui allaient chasser et qui ramenaient rien à bouffer. D'ailleurs, je viens de me rappeler d'un truc, il me semble que en vrai, on chassait pas énormément non plus à l'époque, hein, ou alors vraiment du tout petit gibier. Heu, mais la chasse en soi, c'était pas non plus une activité, les gens n'allaient pas chasser tous les jours, parce que c'est extrêmement dangereux. Imagine, tu te prends un coup de défense de sanglier, tu mort, hein, on savait très mal traiter les infections, pareil pour le fait de recoudre les plaies ou de les refermer, c'était très compliqué. T'étais limite, si t'étais pas mort, tu estropié à vie, tu récupérais jamais, je pense que tu récupérais jamais ta mobilité ou ta capacité, enfin tu récupérais jamais complètement. Et quand tu nomade, un handicapé, ça devait pas être simple, hein. Pour la tribu, ça devait être un peu un poids, même si je pense à mon avis, ils laissaient pas les handicapés derrière eux, hein, mais ça devait pas être facile, facile tous les jours, quand tu avais un handicapé dans la tribu. Vu qu'en fait elles sont musclées et robustes, qu'elles sont pas des petites choses fragiles au fond de la grotte, d'ailleurs on vivait pas dans des grottes, bref, c'est logique de réfléchir au fait que ça a été possible.
Du coup, est-ce que je peux mettre une arme de chasse à ma femme préhistorique? Alors là-dessus, le livre explique qu'il est peu probable qu'elle ait utilisé ça en Europe occidentale pour le paléolithique. Il cite l'étude du paléoanthropologue Sébastien Viotte, qui a étudié les usures de squelettes de cette période et qui a vu que ceux qui avaient la trace de l'utilisation d'armes de lancer sont à 95% des hommes. Donc pour la période et l'endroit où on a situé notre portrait, non, les femmes n'utilisaient pas ces armes. En revanche, le chercheur précise que ce qui vaut pour un endroit à un moment donné ne l'est pas forcément ailleurs. Le livre donne Ouais, donc c'est ce que je disais, il y avait énormément de tribus et de cultures et que, certes, s'il y a un endroit, elles chassaient pas, à d'autres endroits, elles pouvaient chasser aussi. alors une autre étude qui porte sur un site au Pérou qui est occupé par des chasseurs-cueilleurs autour de 8000 ans avant le présent. Et dans une des tombes de femmes, on a retrouvé apparemment une panoplie de chasse et les archéologues sud-américains pensent qu'elle a bel et bien chassé de son vivant et que ce ne sont pas que des ornements. C'est notamment sur ce point que le livre est critiqué par des Puis voilà, c'est pas parce que, les femmes, la majorité des femmes qu'on a retrouvées, donc des squelettes, ne chassaient pas, que ça veut dire que, il n'y avait pas de femmes chasseuses, au Paléolithique, aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle dit 95 des étaient des hommes, mais, collègues archéologues dans le blog du journaliste du Monde Sylvestre Huet, qui juge cette étude peu fiable. Sophie Adebonne de son côté, elle m'a rappelé que si le livre présente cette étude, au même titre que celle de Sébastien Viotte, ce n'est pas pour dire que c'est certain que les femmes ont chassé avec des armes, mais plutôt pour rappeler que, visiblement, on ne peut pas se permettre d'écarter cette idée partout dans le monde et de tout temps. C'est pas une affirmation avec certitude. C'est plutôt de dire, attention, pourquoi la conclusion par défaut, ça serait de dire que les femmes nulle part ne chassent, vu que là, il y a des exemples qui semblent montrer d'autres trucs. mais tu es en train de dire qu'il y avait pas des mâles qui affrontaient des ours à main nue, mais par, par centaines comme des barbares solides qu'ils étaient? Je ne peux pas y croire, Anonin. Les hommes ont toujours chassé les ours à main nue. C'était c'était la condition pour devenir un homme, tout comme les tribus africaines envoient leurs mâles affronter des lions à main nue. Tu ne deviens pas un homme tant que tu n'as pas affronté une bête, dangereuse à main nue. Ah, mais c'est n'importe quoi, hein. Pour moi, on chassait majoritairement vraiment du petit gibier, enfin pour moi. Encore, voilà, je dis ouais, je suis plutôt de la team, même si, j'ai pas enfin, j'ai pas les connaissances historiques, surtout sur la préhistoire, ça reste assez flou. Je suis plutôt de la team de penser que, les gens, ils étaient plutôt prudents à l'époque. Ils savaient ce qu'ils risquaient si jamais ils se faisaient blesser. Donc, s'il y avait un risque de blessure, ça m'étonnerait qu'ils étaient en mode, «Ouais, non, mais vas-y bro, l'ours, je te le prends là, vas-y». Je pense que déjà même, attaquer une biche, ça devait se réfléchir. Toute mon idéologie s'effondre alors. Oh non, mais t'inquiète que les droitards, ils vont si t'étais vraiment de droite à penser ça, ton idéologie, elle s'effondrerait pas pour si peu, hein. Tu serais juste en mode, «Ouais, non, mais encore une femme qui veut essayer de nous apprendre l'archéologie, non, mais en plus, c'est un homme soja qui réacte à une femme féministe, vraiment ça n'a aucune valeur là, ce qu'il est en train de dire le mec, et oui, il parle comme Et ça sinon, les toujours droitards sur dans la ma tête. théorie de la chasse exercée ou non par les femmes, il y a un autre point de désaccord pour les spécialistes, c'est sur ce qu'on appelle la théorie de l'interdit du sang, qui a été formulée par Alain Testard. Donc cette théorie, en gros, elle dit que l'observation des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, elle montre que c'est une quasi-constante sur tous les continents que les femmes aient l'interdiction d'utiliser les armes performantes et tranchantes les plus létales, et que donc, il faut considérer le fait que ça puisse être universel et traverser également les époques pour nous éclairer sur la préhistoire.
l'histoire. Le livre, de son côté, il répond que cette théorie est discutable parce qu'il y a aussi quelques contre-exemples dans les peuples de chasseurs-cueilleurs contemporains, mais qui sont certes rares. Donc pareil, Sophie Adebonne, elle m'a fait remarquer pourquoi il y aurait un invariant universel de tout temps et en tout lieu qui interdirait aux femmes de faire couler le sang. Ça lui semble être une idée étrange, d'autant plus que c'est un interdit culturel. Et par définition, elle rappelle, les cultures, ça varie énormément. Elle m'a fait la remarque qu'il n'y a pas de loi, après tout, physiologique qui empêche les femmes de saigner un animal, et que d'ailleurs, dans de nombreuses sociétés d'agriculteurs, et dans la nôtre, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, peut-être encore aujourd'hui dans certains endroits, c'était bien souvent les femmes qui égorgeaient les cochons. Donc en gros, moi, si je comprends bien, il y en a qui disent qu'il y a une tendance générale qui doit guider la réflexion et qui empêche de conclure que les femmes chassent à l'arme, et les autres qui disent que les exceptions sont la preuve que non, on ne peut pas conclure qu'elles ne chassent pas avec ces objets partout, tout le temps. Et je vais bien me garder de trancher, hein, je suis personne pour le faire, j'essaye juste de vous faire état du débat. De toute façon, nous, ça nous est égal parce que pour notre portrait de femmes en Europe occidentale entre moins 40 000 et moins 10 000, le livre comme la tribune sont d'accord pour mettre en avant l'étude de Sébastien Villotte qui dit que ce ne sont que les hommes qui utilisent les armes de jet. Alors, on enlève le propulseur de... Elle parle bien des armes de jet. L'étude de Sébastien Villotte prouve que les femmes n'utilisaient très peu d'armes de jet. Est-ce qu'elles n'utilisaient pas d'armes? Ça, c'est différent. notre portrait. En revanche, il y a un aspect sur lequel le livre déconstruit nos clichés et qui est approuvé par la tribune, c'est l'idée qu'il est probable que les femmes participent néanmoins à la chasse collective, qui ne se résume pas à l'utilisation des armes en corps à corps. Et oui, il faut par exemple rabattre les animaux, être à l'affût, pister les bêtes ou tendre des pièges. Donc vu le physique robuste de la femme alors, et vu combien ça peut servir au groupe, ça paraît peu probable qu'elle n'ait pas participé aux chasses collectives, même si c'est pas elle qui utilise les armes de jet. En tout cas, encore une fois, rien ne nous permet d'exclure cette idée. De même, on pense que les femmes ont pu chasser du petit gibier en posant des pièges ou encore en récoltant des produits de la mer. Donc par exemple, on pourrait mettre un collier dans la main de notre portrait robot qui s'apprête à aller le poser. Ou encore, il est probable qu'elle porte les carcasses d'animaux, qu'elle les dépaisse, etc. Bref, la chasse n'était probablement pas une... C'est quoi le prompt pour gêner un homme soja de cette qualité, s'il vous plaît? Générer? Ouah, c'est très gentil, Parole Unit. C'est très gentil de ta part. C'est pas toi qui tout à l'heure m'a fait des compliments sur mon physique aussi? Alors je tiens à rappeler que je suis en couple, que je suis monogame et que même si vous êtes des personnes très sympathiques, vous n'avez aucune chance. Voilà. Euh, Et après, enfin, elle dit ça, elle raconte, voilà, elle ressort les études, etc. Mais on peut aussi rappeler qu'au début, elle disait que pendant des années et des années, on confondait les squelettes d'hommes et de femmes avec des squelettes d'hommes, parce que les squelettes de femmes, tout ça à cause de Anicia. Bah, vous irez vous plaindre à elle, hein. Enfin, après, même si elle vous donnait l'autorisation de me draguer, ce qui n'arrivera pas, moi, je vous la donne pas non plus. Voilà, au début, elle dit que, pendant longtemps, on a confondu les squelettes de femmes avec des squelettes d'hommes parce qu'elles étaient très trapues, et cetera. Du coup, il peut quoique non, maintenant on fait plus trop d'erreurs. Il y a plus de vérifications aujourd'hui qu'avant. Il y a peut-être des anciens squelettes qui n'ont pas été réanalysés. Mmh. Derrière chaque homme soja, il y a une femme très pédagogue. Ah, elle m'a beaucoup appris, Anicia, hein, j'avoue qu'elle m'a énormément aidé à me déconstruire. Anicia et Mathieu, et la femme de Mathieu aussi, heu, ont énormément participé à ma déconstruction et au fait que je sois aujourd'hui un homme soja accompli. une activité exclusivement masculine et il n'y a rien qui permet de dire que les femmes ne rapportaient aucune protéine animale. D'ailleurs, la chasse au gros gibier, c'est une activité difficile avec peu de réussite. Donc c'est fort probable que la majorité des trucs qu'on mangeait, ça provenait pas de là et pas de protéines animales tout court d'ailleurs. Donc on peut se débarrasser du cliché qui veut que c'est l'homme le pourvoyeur de nourriture principale. Et par ailleurs, il y a plein d'autres activités nécessaires au groupe, autres que la... Merci à la sœur de ton chéri, c'est grâce à elle que vous êtes déconstruit?
chasse. Le livre Lady Sapiens en présente plusieurs. Il est probable que les femmes du Après, paléo je étaient suis les toujours, expertes des plantes et des... la déconstruction, c'est un processus, continu, hein, personne n'est jamais complètement déconstruit. Petit aparté sur la déconstruction, c'est un processus, heu c'est grâce à ça que lui a commencé à se poser des questions sur le féminisme. OK. Et bah, c'est très, très bien. Tu connaissais la version derrière chaque homme féministe, il y a une femme épuisée. J'avoue. Et vraiment, en tant qu'homme, cis blanc hétéro, j'ai des réflexes qui viennent de ma socialisation. Putain, ça y est, je j'arrive à sortir des termes, en gros, j'ai des réflexes que j'ai acquis quand j'étais petit, d'homme, des réflexes d'homme, que j'ai encore de temps en temps et où, j'essaye d'avoir conscience que je les ai. Voilà, que des fois, bah, quand je suis dans un groupe d'amis, il y a l'homme blanc qui ressort et je recommence à prendre de la place et il faut que j'ai un processus conscient pour ne pas prendre toute la place et laisser la place, aux autres, laisser la place aux femmes et à d'autres personnes. Bon, après, il y a aussi, comment dire? J'ai jamais été l'homme alpha, quoi, donc il y a aussi pas mal de fois où je prends pas la place, j'essaye de garder conscience de, ce que je suis de base, quoi. C'est pas de la drague, mais de la flatterie. Et ben, merci beaucoup de me flatter. C'est très sympa de ta part. Ah, tu voulais pas y aller trop fort? Non, mais t'inquiète, hein, j'ai conscience de mes privilèges, mais j'ai aussi conscience du fait que je viens pas des milieux aisés, quoi. Je suis pas un bourgeois. Voilà, j'ai aussi mes propres, heu mes propres, origines sociales, enfin, bref. Yep. céréales et aient été meunières. Il est probable aussi qu'elles aient cuisiné ces plantes et la nourriture en général. Donc on rappelle sur cette tâche-là que ce n'est en fait qu'assez récemment qu'on a commencé à la considérer comme peu valorisante, avec le cliché de la ménagère qui fait les activités peu reluisantes, alors que la cuisine, bah, c'est indispensable au bon fonctionnement du groupe et du foyer, etc. De plus, si les femmes préhistoriques cuisinent, bah, il est probable qu'elles étaient également capables de tailler leurs ustensiles de cuisine, donc la pierre. Alors Vous voyez bien, ça prouve bien que, la place de la femme, c'est dans la cuisine, hein, c'est la femme déjà au paléolithique, c'était elle qui cuisinait les repas, j'arrive pas à rester sérieux là-dessus. Puis ça m'étonnerait, je pense qu'il y avait pas que les femmes qui cuisinaient, hein, Alors qu'on a longtemps imaginé que ça, c'était que la tâche des hommes. Encore une fois, on ne peut Ah pas bon? se permettre d'affirmer le contraire, vu que l'observation d'un outil permet pas... On considérait que c'est ah non, la tâche de tailler les outils, c'était on considérait que c'était les hommes? Oui, non, mais tu peux oui, comme elle dit, tu peux pas savoir qui a taillé si la personne qui a taillé l'outil, c'était un homme ou une femme, hein, à partir de l'orientation des éclats, les femmes sont plus douces, donc elles vont frapper moins fort sur le silex pour le tailler, non, révéler le genre de la personne qui l'a utilisé et que les femmes ont une musculature qui permet cette activité. Et l'artisanat, par ailleurs, c'est très important pour fabriquer aussi bien les vêtements que des objets du quotidien avec le tressage et la vannerie. Et si les femmes connaissaient bien les plantes, bah, il est probable qu'elles se soient consacrées à ces activités qui laissent beaucoup moins de traces archéologiques que la taille de la pierre parce que bah, c'est des matériaux périssables. Mais ces activités, donc, elles en sont pas moins importantes, même si elles sont moins visibles. Et les humains préhistoriques, comme on l'a dit, étaient capables de beaucoup plus de raffinement que ce que l'image de l'homme des cavernes de la pop culture veut bien nous laisser croire. Il en va de même pour l'art. On a longtemps pensé que les artistes de la préhistoire étaient uniquement des... En fait, toutes les activités, les paléoanthropologues, considéraient que c'était des hommes qui les faisaient. En fait, si on suit ça, à la préhistoire, il y avait pas de femmes, en fait.
La chasse, c'était les hommes, la taille des machins, c'était les hommes, la cuisine, c'était les hommes, les artistes, c'était les hommes. En fait, il y avait pas de femmes, quoi, il y avait que des hommes à la préhistoire. Ça règle le souci, hein. Les Au paléolithique, il n'y avait qu'un seul genre qui existait, des hommes. Point. Les hommes, parce qu'au 19e siècle, les beaux-arts, c'est un milieu peu ouvert aux femmes. Et là-dessus, le livre Lady Sapiens présente une étude basée sur la comparaison entre la longueur des doigts des hommes et des femmes, qui aurait démontré que certaines mains figurées Elles sur les enfantaient, parois ensuite elles des fixaient le grottes vide en étaient des bavant mains jusqu'à de la femmes. prochaine On appelle tétée. ça l'indice de Manning. Mais visiblement, cette étude est très très controversée, ce que n'a pas manqué de souligner. Non, c'était les hommes qui faisaient des enfants. Voilà. Il y avait pas de femmes, c'était, voilà, tout le monde était homosexuel, et que tu un pénis ou pas, tu un homme, hein. Et donc les hommes, enfantaient et ils s'occupaient des enfants aussi. La Tribune du Monde. Par ailleurs, le livre Lady Sapiens présente une autre étude qui analyse cette fois les empreintes de pas et en conclut que certaines ont été faites par des femmes. Bref, encore une fois, je suis pas spécialiste pour trancher le débat, Parler de donc quoi, là je vous transmets juste ce dont on parle. Ah, Mais sur Sophie l'art. Adebonne, elle m'a expliqué que avec tout ça, on pouvait dire avec certitude que des femmes et des enfants ont fréquenté les grottes et ont parfois apposé leurs mains sur leurs parois, que ça nous permet pas de Vive la parthénogenèse ou la mitose, tu sais plus, on est loin des cours de SVT. C'est ça. conclure qu'ils ont participé à la décoration, mais que ça ne nous permet pas non plus de conclure qu'ils n'y ont pas participé. Donc il n'y a pas de raison de considérer que l'hypothèse par défaut, c'est que les femmes n'étaient pas artistes. Enfin, le livre réfléchit aussi au fait qu'il est possible que les femmes aient occupé des places élevées dans la hiérarchie sociale, en médecine ou en politique. Sur le sujet de la place des femmes dans la société, ce que la Tribune reproche au livre, c'est de trop vouloir gommer la répartition genrée des tâches, ainsi que la domination masculine en tant que rapport social, comme m'expliquait donc Enska, ce qui le rapproche d'un féminisme qu'on pourrait qualifier de libéral, parce qu'il aborde le sujet avec un angle individualiste. La notion de pouvoir est réfléchie. Ah, du coup, ce qui est reproché au livre, c'est qu'il essaye de ne pas présupposer que c'est les hommes qui occupaient les hautes sphères de la société de l'époque. Ce qui est plutôt pas mal, hein, si on n'est pas sûr que ce soit des hommes ou des femmes qui étaient chefs de tribu ou médecins ou je sais pas quoi, y a pas à dire que c'était les hommes, hein. Comme celle d'un succès personnel de l'individu, sans considérer les dimensions politiques et sociales de la domination. Bon, je comprends pourquoi on fait cette critique, puisqu'en effet dans le livre, on se concentre pas mal sur l'individu. Comme nous d'ailleurs avec notre portrait robot, puisqu'on se concentre sur un portrait. Mais je dirais plus précisément que le livre n'écarte pas non plus certains axes sociétaux. Comme l'hypothèse de la répartition des tâches genrées, il dit plutôt que si cette répartition genrée des tâches, elle existe, ce n'est pas obligé qu'elle soit hiérarchisée, avec des tâches qui seraient importantes et au-dessus des autres, moins nobles donc, et que donc les femmes n'étaient peut-être pas en situation de soumission. Donc certes, le livre présente les avis de spécialistes qui pensent que les tâches étaient peut-être plutôt réparties en fonction des compétences de chaque individu, plutôt que de son genre, mais pareil, il ne dit pas que c'est sûr qu'il n'y avait pas de domination masculine, mais plutôt qu'on peut pas plus prouver qu'il y en a une. En gros, Oui, c'est ça, il présuppose pas une domination masculine ou une hiérarchie des différentes tâches. Est-ce que c'est plus noble d'aller chasser ou plus noble de préparer la bouffe? Quand on connaît la dangerosité de pas mal de plantes, savoir quelle plante tu peux ramasser pour mettre dans la soupe, au risque d'empoisonner toute la tribu, c'est peut-être aussi noble que de savoir aller tuer des animaux, hein. Et savoir aller décorer, enfin décorer, je suppose qu'il y avait un côté peut-être un peu de croyance, sans parler de religion en soi, dans les bon après, j'y connais rien, j'ai jamais visité Lascaux. Un jour, j'irai visiter Lascaux, doit y avoir pas mal de trucs intéressants à savoir sur ça. Mais, il y a, être chaman de la tribu, je sais pas s'il y avait des chamans à l'époque, ou si c'est beaucoup plus récent le chamanisme. Mais avoir, voilà, être, garant des croyances et du côté un peu religieux de la tribu et cetera,
Ça devait être aussi, les personnes qui étaient un peu plus médecins. C'était pas forcément en dessous ou au-dessus du reste, quoi. Des chamans, ouais, c'est ça, c'est des chats, mais man, qu'est-ce que ça veut dire man? Une manne, c'est, de l'argent, je crois? La manne financière? Ça veut dire quoi le mot manne exactement? Manne définition. Main? Ça veut dire main? Mais non. Chez les Romains, c'est l'âme des morts. Ouais, je sais pas, ça a l'air bizarre. Continuons. Les chercheuses, elles disent, on peut pas scientifiquement prouver que ça a toujours été comme ça et plaquer nos schémas sur des sociétés d'il y a 40 000 à 10 000 ans, comme si ça avait jamais bougé et que les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, ils étaient des humains préhistoriques sans histoire ni évolution. Je crois que ce que certains chercheurs et chercheuses reprochent à l'ouvrage, c'est de laisser un peu trop l'impression au lecteur que ce qui n'est que des hypothèses a existé, alors qu'on ne peut pas forcément affirmer ces choses-là quant au rapport femmes-hommes dans les sociétés préhistoriques. Et à cela, la chercheuse Marilyn Patomatis a répondu aussi que l'idée, c'est pas de dire que les femmes préhistoriques sont incroyables, mais plutôt de ne pas partir du principe qu'elles ne peuvent pas l'être. Ce à quoi Enska répond que, en fait, le problème, c'est pas de les trouver géniales ou pas et de leur attribuer des tâches valorisantes car relevant chez nous du masculin, mais de ne pas réfléchir aux politiques qu'il y a dans le sujet, c'est-à-dire à l'organisation du pouvoir dans la société. Bref, en gros, on parle de différence de grille d'analyse pour percevoir la complexité de la préhistoire. Oui, c'est un peu technique, c'est pas évident pour caler notre portrait robot. Ces débats compliqués découlent aussi d'une chose très importante que m'a rappelé Marilyn Patomatis dans nos échanges, c'est que la préhistoire, ça n'existe pas. C'est pas un tout unifié, ça s'étend sur des millénaires et sur toute la planète. Il n'y a pas Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tellement de sociétés différentes qui ont évolué sur la planète, surtout en 30 000 ans. Alors, en 30 000 ans, il y a des dizaines d'empires et enfin, rien qu'en 10 000 ans d'histoire, si on prend le début de l'agriculture, 12 000 ans du coup maintenant. En 12 000 ans d'histoire, qu'on a à peu près, on en a perdu pas mal, mais le nombre d'empires qui se sont développés et qui se sont effondrés, imaginez les 30 000 ans d'avant, quoi. Après, il y avait peut-être pas autant d'empires, de trucs comme ça, mais c'est, tellement de sociétés différentes, de cultures différentes qui se sont développées, avec, du patriarcat, du matriarcat, heu toute une culture, je crois en Égypte qui s'est développée autour de l'adoration des chats aussi. Bref, c'est tu peux pas dire qu'en 30 sur une durée de 30 000 ans sur toute la planète, il y avait que le patriarcat à ce moment-là, hein. une préhistoire, il y a plein de sociétés préhistoriques, multiples et complexes. Et donc, énormément de possibles. Alors du coup, nous, on va vouloir faire un portrait robot unique, sans doute qu'on est aussi un petit peu à côté de la plaque. Et qu'en fait, ce qu'il faudrait faire pour pas trop biaiser nos représentations, c'est ça. Ouais, plein de portraits différents de, femmes différentes avec, ouais, avec plein de trucs. Bref, c'est sans fin, et avec Milo, on s'est finalement embarqué dans un truc assez méta de réflexion sur la création de la pensée scientifique, ce qu'on appelle de l'épistémologie, pour constater que proposer une reconstitution fiable d'un truc de la préhistoire, c'est très difficile. Déjà parce qu'on n'a pas autant de vestiges et de choses à analyser que pour l'histoire plus récente, mais aussi parce que tous les chercheurs et les chercheuses ne sont pas d'accord entre eux. Ah oui, c'est ça la science, c'est des débats pour une perpétuelle progression. Alors j'espère qu'on a réussi à vous faire un peu percevoir la complexité de la recherche sur
ces sujets, mais aussi à vous emmener dans une belle balade graphique avec les merveilleuses illustrations de Milo. Si vous voulez vous les procurer, sachez qu'elles sont en vente sur son site internet. Je vous mets le lien en description. Oui, c'est super beau, foncez, ça s'est tout vendu en 1 heure la dernière fois. Merci à toi Milo. Merci à Bart, à Voilà, l'image, n'hésitez merci pas à à aller Camille, voir, à la je pêche. vous mets le lien Merci aussi à Copain de au montage et merci l'illustratrice bien sûr à toutes les personnes qui ont qui a bien fait voulu ça. m'accorder de leur temps Et pour relire mon également, script. Sophie Aldebonne, Marilyn le lien de la Patoutis, chaîne Jennifer de Kerner, Manon Bril. MSK, N'hésitez pas à aller Clotilde suivre son Chanoussi, qui m'ont travail. aidé donc à rendre compte du débat. Et si vous voulez le prolonger en commentaire, vous êtes la bienvenue et on compte sur vous pour être respectueux et respectueuse, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour qu'on arrive à déconstruire un peu certains clichés tenaces qu'on a sur les femmes préhistoriques. Au moins, les scientifiques sont d'accord pour se débarrasser de l'idée de la femme sexy avec plein de mioches au fond de la grotte. Et bien sûr, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre histoire. Je suis plein d'inspiration. Ok, bah franchement super intéressant.